Nous allons justement continuer sur cette piste à présent et essayer de réfléchir ensemble aux enjeux qui sont ceux de la prévention dans le milieu professionnel, de la prévention des conduites addictives. Je vais inviter les intervenants de cette table ronde à venir me rejoindre. Avec nous ce matin, Renaud Nuitz, Thomas Bonnet et Yvan Beck. Si vous voulez, je vous en prie, venir vous installer, prendre place ici, sur scène, pour échanger avec nous sur voilà, ce qui se passe dans les entreprises, où sont les enjeux en termes de conduites addictives et que font les entreprises ou que peuvent faire les entreprises. C'est ce que nous allons voir ensemble. Je voulais commencer par une petite citation que j'ai trouvée sur Internet et qui est inscrite dans le Code du travail. L'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d'information et de formation. Il doit également évaluer les risques professionnels sur chaque poste de travail. Ça, c'est ce que dit le Code du travail. C'est souvent dans la littérature juridique assez lisse, assez global. Maintenant, très concrètement, comment est-ce que ça se traduit, Thomas Bonnet, quand on parle de substances psychoactives? Ça veut dire quoi, très concrètement, cette obligation de protection et cette obligation d'évaluation? Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. A priori, oui, ça fonctionne bien. Donc, merci pour cette question, Madame Chevrel. Et puis, merci aux organisateurs pour cette journée sur une thématique importante. Donc, je me permets, si vous le voulez bien, juste, je me présente très brièvement, si ça vous va. Donc, Dr Thomas Bonnet, médecin inspecteur du travail, l'un des 2 médecins inspecteurs du travail en région auprès de la DRETS Bretagne. Donc, juste très brièvement, en tant que médecin inspecteur, on est médecin du travail, on travaille pour l'administration de contrôle, l'inspection du travail, et on exerce une action permanente pour la préservation des atteintes à la santé des travailleurs du fait de leur travail. Pour ça, on a différents moyens et on est notamment référent pour l'administration, de notre administration de tutelle, pour les services de prévention et de santé au travail. On est aussi leur référent et on intervient dans les politiques régionales de santé au travail. Donc voilà, juste très brièvement. Alors du coup, si je reviens sur cette question-là qui est importante, comment concrètement, pour un employeur, on doit se positionner vis-à-vis effectivement des comportements addictifs, des addictions en milieu de travail. Alors le docteur Simon l'a dit, il n'y a pas que les addictions aux substances psychoactives, il y a des addictions comportementales aussi qui peuvent aussi avoir un impact sur avoir un lien avec la situation de travail, et on définit effectivement les addictions en rapport essentiellement avec leurs conséquences, notamment liées à une perte de contrôle des consommations, qui peut avoir une traduction sécuritaire, sanitaire et sociale. Pour l'employeur, de notre point de vue, alors je fais pas des rappels détaillés de la réglementation parce qu'on n'a pas le temps, mais je vais proposer quelques orientations. Globalement, l'employeur, il va devoir de notre point de vue, se concentrer sur 2 gros aspects. On va dire un aspect cause et un aspect conséquence vis-à-vis du travail, c'est-à-dire éviter le plus possible que les conditions de travail dans son établissement puissent soit déclencher, soit favoriser des comportements addictifs, donc éviter que le travail soit addictogène. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, il est responsable de la santé physique et mentale de ses salariés, de ses travailleurs. Et donc, à cet égard, il devra aussi mener une politique sécuritaire
plus ou moins appuyée, c'est-à-dire d'éviter les atteintes à la santé pour la personne elle-même ou ses collègues de travail ou le public aussi éventuellement, liées à des conséquences de la consommation qui ne seraient plus maîtrisées. Voilà. Alors c'est un point important ce que vous nous expliquez là, parce qu'en termes de responsabilité, ça dit quelque chose sur l'entreprise. C'est-à-dire, si je comprends bien, l'entreprise a l'obligation de ne pas être la cause de conduite addictive et est dans l'obligation aussi de se protéger et de protéger le salarié des conséquences de conduite addictive. Mais pour tout le reste, l'entreprise n'est pas responsable. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Alors, pour le reste, il y a effectivement il y a un texte dans le Code du travail qui prévoit justement en tant que garde-fou que parce que l'addiction, elle s'inscrit aussi dans un comportement c'est un comportement qui a un lien avec l'intimité de la personne. Et donc, l'employeur doit aussi être vigilant dans ce qu'il organise, dans ses interventions, à ne pas, en tout cas, il y a un texte de la réglementation qui le prévoit, qui dit qu'en gros, toutes les atteintes à la liberté des personnes, des salariés sous sa responsabilité, doivent être proportionnées au but recherché. Donc, l'employeur ne doit pas il n'est pas objecteur de conscience, il n'a pas à traquer des comportements déviants ou ce genre de choses. Il y a la loi il a la loi pour lui, par contre, vis-à-vis de la consommation de substances psychoactives illégales, puisque la consommation sur le lieu de travail, donc démontrée, de substances illégales, comme c'est illégal. Comme partout. Voilà, comme partout, comme c'est illégal, peut justifier facilement de sanctions. Ça posera aussi la question, justement, de comment, je pense en particulier au cannabis, parce que la question de la légalisation de l'usage du cannabis revient fréquemment, effectivement, et on sait que les effets peuvent être assez subtils. Donc, si le caractère illégal est perdu, ça changera un petit peu l'attitude des entreprises qui devront être un petit peu plus prudentes. Voilà. Et au regard de ça, comment vous pouvez éclairer la question de Madame sur les téléphones portables à confisquer sur les chaînes? Alors, j'ai pas, sachant qu'il y a, à ma connaissance, pas de jurisprudence sur cette problématique très spécifique, d'autant que le caractère addictogène des écrans, alors pour les cliniciens, il est avéré. Après, au niveau sociétal, c'est plus délicat. Et sur le plan politique encore plus. En tout cas, sur le plan réglementaire, il y a un vide juridique pour cette problématique très spécifique. Donc, c'est le concept général de proportionner au but recherché. Et ça, c'est à l'employeur de faire la démonstration de ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a un process qui fait intervenir notamment, ça c'est vrai pour toutes les substances, enfin substances ou non substances, moi tous les comportements en tout cas. Il faut que ça soit la politique de l'entreprise vis-à-vis de ça, il faut que ce soit inscrit dans le règlement intérieur de l'établissement, il faut que ce soit soumis au dialogue social et il faut aussi que l'administration de contrôle, moi je le conseille assez souvent, soit impliquée pour donner son avis sur le sujet avant que les process se mettent en route. Ça, c'est important. Alors, on va revenir sur les process tout à l'heure, mais sur ces éléments importants qui sont le cadre, les obligations. Ce que vous venez de nous expliquer, ça signifie que pour les entreprises, pour toutes les entreprises, il y a une obligation de prévention des comportements addictifs, comportements à risque. C'est pas libellé exactement comme ça. L'employeur a l'obligation de préserver la santé et la sécurité des salariés sous sa responsabilité. Je rappelle aussi que les salariés eux-mêmes ont une responsabilité vis-à-vis de la préservation de leur propre état de santé, en tout cas en ce qu'ils ne mettent pas leur propre santé ou celle des autres en danger. Donc les salariés ont une responsabilité, l'employeur a une responsabilité qui est encore plus importante parce qu'il est le donneur d'ordre. L'employeur doit aussi s'assurer, à chaque fois qu'il confie une mission, et plus la mission est à risque, objectivement, plus il faudra que son attention soit importante. Il doit s'assurer que la personne a les compétences, la formation, soit en état de réaliser la mission qui lui est confiée. Donc il doit aussi jongler avec le fait qu'il ne peut pas non plus entraver les libertés de façon trop importante. En tout cas, il faut qu'il y ait cette proportion. C'est une ligne de crête. Voilà. Donc
C'est un jeu d'équilibriste, hein, clairement, qui passe bien dans certains secteurs. Je pense aux bâtiments et travaux publics parce que il y a une jurisprudence abondante, notamment sur la consommation d'alcool, puisque c'est un lieu où à la fois les habitudes culturelles de consommation d'alcool étaient importantes. Elles le sont beaucoup moins maintenant, mais même si ça existe toujours. Et l'enjeu sécuritaire était pas très difficile à démontrer, hein, globalement. Donc c'est vrai que c'est surtout cet environnement-là qui a servi de base à la réflexion, notamment quant aux limites de ce que peut faire l'employeur, notamment jusqu'à l'interdiction de la consommation d'alcool sur le lieu de travail, qui ne va pas de soi, hein, encore une fois. Alors on va garder cette question de l'enjeu sécuritaire parce que ça nous ramène à la discussion qu'on a eue avec Asti Simon il y a quelques minutes sur l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt en termes de santé. Mais je voudrais bien avoir une réaction, celle de votre voisin, Yvan Bec, si vous voulez prendre le micro, sur ce cadre juridique, ces obligations, cette question de responsabilité, ce jeu d'équilibriste qui est celui des entreprises au regard de la santé des salariés. Qu'est-ce que ça veut dire dans les entreprises? Qu'est-ce que ça veut dire à Naval Group, pour commencer par votre expérience à vous? Oui, bonjour à tous. Yvan Bec, je suis médecin du travail à Naval Group Brest. C'est les anciens arsenaux. Est-ce que vous pardon, excusez-moi. Voilà, juste là. C'est l'ancienne direction des constructions navales. Donc, j'allais dire... Des CNS. Des CN. C'est vrai qu'étymologiquement, l'alcool était peut-être un problème... je dirais notoire. Depuis la modernisation, je dirais que de toutes les entreprises que j'évoquais, c'est qu'en fait, on a été confronté, je pense que dans l'industrie, puisque c'est une industrie militaire, nucléaire. Donc je pense qu'il y a une exigence, pour le coup, de sécurité qui est au devant, mais il n'y a pas que... on a vraiment les trois aspects, je pense. On a la santé, puisqu'on est médecin, la sécurité, mais on a aussi la qualité. En fait, ce qu'ils se rendent compte, les employeurs, c'est que maintenant, les plus gros problèmes qu'ils ont, je dirais, le côté sécurité, il a été abordé, je veux dire, c'est dans le document unique, c'est cadré. Par contre... C'est la base, c'est partagé, ça. C'est le socle, et je dirais, toutes les gestions, je dirais, les logigrammes qu'on a pour la prise en charge de quelqu'un en situation qui a un trouble du comportement. Je veux dire, on a des gendarmes sur site, c'est autant cadré que le code de la route. Par contre, ce qui n'est pas cadré, c'est les accidents de qualité, ou les troubles que peuvent induire l'addiction, les troubles plus fins, type ce qu'on évoquait tout à l'heure avec ma collègue psychiatre, c'est-à-dire tout ce qui est le relationnel du travail. Et ça devient plus fin, et ce qu'ils ont voulu, je trouve, qui est plutôt pas mal, ils ont voulu que tous les cadres, tous les encadrants aient le même socle commun pour parler le même langage. Un peu comme sur les RPS, c'est bien de parler de RPS, mais si on ne sait pas ce que c'est un burn-out, c'est difficile d'en parler. Donc ils ont voulu que tous les cadres et tous les encadrants et tous les, je dirais les N+1, c'est-à-dire jusqu'au niveau de chef d'équipe, aient un socle commun de savoir ce que c'est l'addiction et ce que c'est un trouble du comportement qui pourrait être en rapport avec une consommation de produits. Alors, et ça s'est traduit par un travail donc auprès des cadres. Je voudrais qu'on revienne sur la manière dont ça a émergé, ça. Comment est-ce que ce besoin de travailler sur une approche plus fine en termes de qualité, en termes de relation au travail, comment est-ce qu'elle est venue chez vous, à Naval Group, et est-ce que c'est transposable? Comme vous le disiez, vous travaillez sur des choses sensibles, peut-être avec une exigence de qualité un peu particulière. Donc, comment ça émerge? Et est-ce qu'on peut imaginer ça ailleurs? Moi, je pense que l'impulsion, c'est ce que je disais à Mathilde, l'impulsion, elle est forcément au niveau des comités de direction. Enfin, je veux dire, c'est pas, je sais pas si vous partagez, mais c'est pas un médecin, c'est difficile pour un médecin, tout seul, de porter ça. Il peut le soumettre, mais je veux dire, c'est au niveau du COMEX, du CODIR, des comités de direction exécutifs, où ils se rendent, in fine, c'est sociétal, ils se rendent compte, bon, il y a bien sûr les supports juridiques qu'on a évoqués avec tous les plans, mais ça s'est fait, je dirais, ça a été une évolution logique, comme on tend vers le zéro accident, je dis bien on tend, il y avait une évolution qui faisait que ce problème d'addiction, et puis il y avait des cas, je dirais, pratiques, comme ma confrère psychiatre, on a tous vécu des situations difficiles, ça s'est démocratisé, nous on a en plus des problématiques particulières, on envoie des gens à l'étranger,
Et c'est sûr qu'une consommation de produits stupéfiants en Malaisie, ça n'a pas les mêmes conséquences qu'en France. Il y en a qui, in fine, la détention de la consommation, c'est la peine de mort. Donc il y a une exigence qui est telle que tous les niveaux hiérarchiques s'en sont emparés et c'est descendu en plus fine jusqu'à, je dirais, à l'opérateur. Parfois, c'est un déclic, c'est une situation dramatique qui fait qu'on prend conscience et on agit. Je pense qu'honnêtement, il n'y avait pas besoin de faire un état des lieux. C'est effectivement, c'est d'abord les chiffres nationaux qui disent que ça concerne tout le monde et se voiler la face. Je trouvais bien l'exemple du gendarme. Je pense que c'est pas parce qu'on est gendarme qu'on n'a pas un problème d'addiction. Je pense que c'est pas parce qu'on est médecin qu'on n'a pas un problème d'addiction. Et le fait d'avoir, sur des cas pratiques, des cas très sensibles, fait redescendre en plus fine ça sur tout le monde s'est senti concerné. Et moi, j'avais fait cette présentation au comité de direction, et le comité de direction a dit go, on y va, parce que ça concerne tout le monde. Mais parce qu'ils étaient mûrs. Oui. Ils étaient mûrs. Peut-être qu'il y a 10 ans, c'était pas possible de faire quelque chose comme ça. Et ce qui a permis de mûrir, c'est à la fois une évolution de la société et quelques situations très difficiles. Je pense que c'est à la fois les situations aiguës qu'on ne savait plus gérer et l'évolution sociétale où on en parle. Et on ne parle pas que de l'alcool. Vous avez utilisé un terme, justement, c'est celui de burn-out. Est-ce que la prise en compte dans la société des risques psychosociaux, de la souffrance au travail dont on parle de plus en plus, est-ce que ce sont des éléments qui ont favorisé cette prise de conscience des encadrements dans les entreprises ? Je pense, puisque je dis toujours le pilotage de cette partie RPS, c'est la direction des ressources humaines, puisque in fine, c'est quand même eux qui sont au pilotage. Ils sont appuyés sur des experts que sont les ingénieurs sécurité et les médecins du travail. Et effectivement, ça a été un groupe de travail dans ce sens-là, tout à fait. Oui. Alors Yvan, on va revenir dans quelques minutes sur le process. Je voudrais avoir votre réaction, Renaud Nuitz, sur ces enjeux. On vient de le voir à travers l'évolution chez Naval Group. Les enjeux auxquels les entreprises sont confrontées, il y a les obligations. Est-ce que vous partagez ce que vient de nous dire Yvan Bec ? Oui, bon, ça marche tout seul, ça, ouais. Il y a l'enjeu économique, bien sûr, on en a parlé, la qualité et l'efficacité du travail, ça c'est un enjeu en effet fort qui ressort. Mais il y a aussi l'enjeu pénal. Nous, on constate dans les entreprises que c'est une forte motivation des chefs d'entreprise. Ils sentent bien que derrière ces problématiques d'addiction, il y a des enjeux pénaux importants qui sont liés à de la jurisprudence, tout simplement. Il y a des cas, il y a un cas qui a été cité l'autre jour lorsque j'étais avec un chef d'entreprise qui me disait que, en effet, je l'ai vérifié, un conducteur de bus qui a provoqué un accident mortel alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Bon, il a été condamné pour homicide involontaire. Mais son employeur également, parce que son employeur l'avait embauché en sachant qu'il était dépendant à l'alcool. Donc ça, c'est des questions qui concernent beaucoup les entreprises. Il y a aussi cette affaire par exemple de pot d'entreprise où un salarié éméché sort visiblement, en tout cas éméché, sort d'un pot d'entreprise. Et ensuite, sur la route, provoque un accident mortel. Devant les magistrats, on retrouve le chef d'entreprise comme organisateur du pot d'entreprise, mais on retrouve également toutes les personnes qui auraient pu empêcher que la personne éméchée prenne la route. Qui sont également sur les bancs qui sont également devant les bancs des accusés. On trouve le gardien du parking, qui a été condamné d'ailleurs parce qu'il avait ouvert c'était un parking fermé avec une barrière. Il a vu que la personne était éméchée. Il a quand même levé la barrière et permis à la personne de prendre la route.
Donc cette personne, ce gardien de parking a été condamné à non-assistance à personne en danger. Donc il y a vraiment cet enjeu pénal qui est fort et qui motive aussi beaucoup les politiques de prévention dans ce sens-là. J'imagine que ces exemples que vous partagez, quand ils sont partagés, ça marque les esprits. Et comme on vient de le dire, la question de la sécurité, de l'obligation légale, elle est de plus en plus et sans doute sans trop de difficultés dans l'esprit des entrepreneurs. Et sur l'autre argument, si on va plus loin, celui de la qualité, celui de la relation avec ses collègues et du bien-être au travail, est-ce que vous sentez-vous qu'il y a une perception accrue de ces enjeux-là chez les chefs d'entreprise, dans les entreprises, chez les cadres? Est-ce qu'on va un peu plus loin que le risque de se retrouver devant un tribunal en empêchant la consommation d'alcool ou de substances? Alors, là, on n'est pas centré sur la consommation des substances psychoactives, mais il y a cette prise de conscience aussi de tout ce qu'on appelle la prévention des risques psychosociaux. Beaucoup d'entreprises font de la prévention des conduites addictives sans le savoir, en ayant des politiques de prévention des risques psychosociaux, c'est-à-dire en travaillant sur le sens de travail, sur le sens du travail, en travaillant sur la prévention de la surcharge de travail, en travaillant sur la prévention des situations d'agression que peuvent connaître les personnes. Notamment, on disait tout à l'heure, le docteur Simon disait que les personnes au contact du public, en effet, sont plus statistiquement particulièrement, en tout cas statistiquement, on les retrouve plus touchées que les autres, parce qu'elles sont soumises à des agressions possibles du public. Donc là aussi, il y a des entreprises qui ont cet aspect de leur activité, c'est le contact au public, qui mettent en place des politiques qui permettent de prévenir ces risques psychosociaux. Et là, par la prévention des risques psychosociaux, on agit également sur la prévention des conduites addictives. Alors on voit bien à vos propos à tous les trois qu'il y a deux niveaux d'enjeu. Il y a une obligation légale qui entre de plus en plus dans les esprits, et puis il y a la nécessité d'aller plus loin et d'intégrer des enjeux plus fins pour préserver la santé des salariés sur ces risques-là. Mais une fois qu'on a posé ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut agir? Renaud, vous avez le micro. Comment est-ce que les entreprises, très concrètement, elles peuvent répondre à ces enjeux-là? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Tout à fait. Donc, on a vu avec le docteur Simon, en effet, que tout ce qui est, il y a des facteurs dans le travail qui favorisent les conduites addictives. Tout ce qui est facteur de pénibilité. Un travail physique intense, une charge de travail importante, des manutentions manuelles importantes, du travail répétitif à forte cadence, le travail dans le froid également est un facteur. En agissant sur ces facteurs, sur ces conditions de travail, l'entreprise va agir sur le risque d'addiction. Voilà. Il y a aussi, il y a toute cette partie en effet prévention des risques psychosociaux et puis réduction des facteurs de pénibilité. Mais il y a également à s'interroger sur quelle est finalement la culture de l'entreprise, quelle est la position de l'entreprise par rapport à l'alcool, parce que mettre en place une politique de prévention, notamment prévention des addictions, ça demande au chef d'entreprise d'être cohérent dans sa politique. Donc, il faut qu'il s'interroge aussi sur les habitudes de travail. Est-ce qu'il n'y a pas des habitudes de travail, le travail qui intègre même l'alcool comme pratique, comme coutume un peu. Je connaissais une entreprise où, lorsqu'on accueillait un nouveau salarié, il y avait un bizutage, et le bizutage, c'était du bizutage à l'alcool, alors que c'était des postes qui a priori à risque, avec des machines, etc. Donc interroger ses habitudes de travail, interroger aussi ses habitudes par rapport tout simplement au restaurant d'entreprise. Est-ce que dans le restaurant d'entreprise, il y a de l'alcool accessible et en quantité? Interroger aussi les habitudes par rapport aux pots d'entreprise, parce que c'est bien d'avoir un discours de prévention des addictions, mais si on a des pots d'entreprise où systématiquement il y a de l'alcool et puis sans limite,
ça peut aussi interroger. Donc c'est évaluer le risque de l'entreprise. Est-ce que c'est aussi évaluer le risque par salarié? Est-ce que ça fait partie des choses que les entreprises peuvent et doivent faire? Là, c'est plutôt du côté du médecin du travail. Nous, en tout cas, à la CARSAT, les démarches de prévention qu'on peut préconiser, ce sont des démarches collectives, hein, c'est-à-dire en effet, agir sur les conditions de travail pour que le risque d'addiction et le risque de consommation de substances psychoactives diminue. Après, en effet, il y a le volet, la question individuelle, et là, le médecin du travail est au centre de Thomas, cette problématique. Est-ce que vous voulez reprendre le micro? On en est à cette première étape de l'évaluation. Effectivement, l'environnement, mais aussi les salariés qui composent les équipes. Est-ce que ça fait partie des responsabilités de l'entreprise, ça? Oui, bien sûr. Encore une fois, assurer la préservation de l'état de santé physique et mental, et la sécurité des salariés. Donc effectivement, c'est bien une obligation de l'employeur. Alors c'est intéressant ce que disait Renaud. Je rebondis là-dessus. C'est de rappeler, parce qu'on fait l'amalgame, parce que les addictions, ça touche essentiellement au domaine de la psychiatrie, parce que c'est comportemental. Mais il n'y a pas que les risques psychosociaux qui favorisent des comportements d'addiction, les contraintes physiques, les tensions physiques, effectivement les habitudes de travail qui font que la consommation peut être plus ou moins valorisée. On a une très grosse vigilance aussi à ce sujet-là vis-à-vis des apprentis, des jeunes apprentis qui arrivent et qui sont très exposés à des consommations un petit peu dans des espèces de rites de passage, parce qu'ils voient bien que c'est valorisé, etc. Et eux sont encore plus à risque de tomber dans de l'addiction parce qu'ils sont un peu plus jeunes. Donc il y a des critères dans la littérature. Je rappelle souvent les critères de Lutz et Clairin parce que c'est les plus récents, mais il y en a d'autres. Les critères de Lutz et Clairin, c'est les auteurs, okay. Qui rappellent tension physique, tension psychique, etc. Donc il y a quelques critères comme ça qui seront à intégrer, et ça les préventeurs peuvent aider bien sûr à l'évaluation du risque. Mais l'approche des addictions au milieu de travail doit être intégrée à l'évaluation globale du risque. Donc voilà, je rebondissais là-dessus parce que c'est important de rappeler que c'est pas addiction égale RPS. Ça c'est un raccourci qu'on fait facilement parce qu'encore une fois ça touche au domaine, mais c'est beaucoup plus large et beaucoup plus intégré à la prévention que ça. Et concernant les salariés eux-mêmes, bien entendu, alors on a dit l'évaluation du risque, elle doit être globale, les addictions doivent être intégrées là-dedans, toujours garder un lien avec le travail, les conditions de travail. Et après, pour les aspects individuels, là, la responsabilité de l'employeur, elle est double. C'est à la fois d'anticiper les problématiques individuelles. Donc ça, c'est aussi la politique sécuritaire d'une part et aussi la politique de prise en charge des situations d'urgence sur le lieu de travail. Par exemple, que fait-on, que doit-on faire au niveau du collectif quand un salarié est manifestement à un état de vigilance ou de conscience manifestement altéré, parce que c'est pas forcément une substance psychoactive, ça peut être une problématique médicale. Donc comment on gère ça? Donc protocole d'urgence, sauveteur secouriste du travail, voilà, c'est la question est très très large. Protocole de prise en charge de ces situations. Est-ce qu'on renvoie les gens à domicile? Comment? Est-ce qu'on appelle le 15? Est-ce qu'on fait appel au médecin du travail? Comment on gère ça? Donc ça doit être discuté. Et l'autre interlocuteur essentiel, du coup, intimement lié à la vie, sur les aspects santé-travail, à la vie de l'établissement, de proximité, avec compétences médicales, c'est le service de prévention et de santé au travail, et en particulier l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, animée et coordonnée par le médecin du travail, pour aider justement à gérer ces aspects individuels, à la fois en prévention et en prise en charge. Oui. Et également. Au-delà de la prévention. Voilà, parce que quand il y a des constats, alors indépendamment de la politique de sécurité, des contrôles itératifs, de la prise en charge de l'urgence même, mais quand il y a urgence, après, voilà, c'est une personne, il y a un contrat de travail, il y a des choses à gérer après, comment on fait. Une des personnes qui peut conseiller utilement l'employeur en la matière et surtout accompagner dans le respect du secret médical la personne concernée, c'est bien
le médecin du travail et qui va participer à la bonne orientation médicale, thérapeutique de la personne. Parce que le but du jeu, une fois qu'il y a une crise qui est révélatrice d'une situation individuelle compliquée, il faut que, passé la crise, il faut que la personne soit prise en charge. L'idée, c'est qu'elle sorte, qu'elle retrouve sa liberté, qu'elle sorte de ce comportement qu'elle n'arrive plus à contrôler et qu'elle soit maintenue, que son insertion sociale soit préservée. Le but du jeu, c'est pas qu'elle sorte de l'entreprise. Alors, on a, avec ce que vous nous expliquez, toutes les étapes, à la fois l'identification, la précision du périmètre et des obligations et des enjeux. On a le volet prévention, on va revenir dessus, et puis on a le volet action. Alors sur le volet prévention, justement, je voudrais qu'on prenne un exemple qui est le vôtre. Yvan Beck, vous nous avez expliqué comment Naval Group avait pris conscience de la nécessité de travailler finement ces questions de consommation de substances. Je voudrais que vous nous décriviez un petit peu ce qui a été fait très concrètement une fois que les cadres ont été sensibilisés. Comment ça a été travaillé ? Alors, en pratique, en fait, je rebondis sur ce que disait mon collègue. Je pense que ce qu'il faut, c'est impliquer la hiérarchie. Parce que dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, la base, in fine, c'est le règlement intérieur. In fine, c'est que ce que veut l'entreprise et les moyens que donne l'entreprise. Donc, une fois qu'on a impliqué la hiérarchie dans cette démarche, je dirais... C'est un peu comme dans tous les domaines. Je veux dire, l'image que je leur donnais, c'est qu'on pêche avec un filet avec des mailles fines. C'est-à-dire que tout le monde était acteur de la prévention. C'était pas que les médecins. Parce que les médecins, c'est pathétique à dire, mais on voit pas les gens souvent. On les voit même, il y en a certains, on les voit même plus beaucoup, au sens du code du travail, si ils sont pas en surveillance individuelle renforcée. Donc, tous les gens étaient acteurs. Il y avait à la fois une démarche, bien sûr, de contrôle sur un poste de sécurité. Donc la première chose, c'est définir les postes de sécurité. Les postes de haute sécurité, c'est-à-dire ceux qu'on peut pas, on peut pas se rater. Vous les imaginez dans des domaines comme ça. Et sur le côté, je dirais peut-être répression, en tout cas contrôle, ce qui a été vendu, c'est un côté prévention, un côté accompagnement, où on a fédéré tous les élus à l'époque du CHSCT, maintenant du CSE, de la CSCT, et qui sont arrivés dans une démarche de prévention globale, et in fine, ça a permis de, je dirais, découvrir des gens qui étaient en situation de difficulté au stade primaire de la prévention, c'est-à-dire pas au stade de la répression où ils étaient avec un contrôle positif ou comme on fait nous sur certains postes, on fait des tests de dépistage de toxiques, mais in fine on les dépiste que quand ils sont consommateurs, je dirais à un stade avéré. Et là c'était dans un stade préventif où ça a ouvert on a pu travailler avec Addiction France pour envoyer en consultation des gens qui étaient dans une situation, je dirais, émergente, de difficulté ou d'assistance sociale, et on a fait un maillage beaucoup plus fin. En fait, on est passé du contrôle répressif à la prévention active. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement de moyens. Ça occupe, oui. Pour vous donner une idée, ce que j'avais dit à Mathilde, on a fermé avec Addiction France, on faisait des groupes de 20 personnes, 15-20 personnes, parce qu'on trouvait qu'il fallait que ce soit interactif. On mettait 3 heures. On était une personne d'Addiction France et un personnel du service médical qui était formé en addicto. On a formé 500 cadres. Donc 500 divisé par 15, 20, 3 heures par bar groupe, avec des questions interactives, avec des fiches réflexes, avec des supports pour savoir vers qui se retourner, enfin des points de contact. Et chaque cadre qui arrivait, nouveau cadre, pas forcément dans l'entreprise, mais qui prenait une fonction d'encadrement, dans son passeport sécurité, il avait une formation addiction obligatoire. Comme il a une formation travail en hauteur, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça c'est rentré dans l'entreprise comme un passeport sanitaire, un peu comme le Covid maintenant. Ça fait partie du socle. Pour quel résultat ? Moi, le résultat pragmatique, c'est qu'on a de moins en moins de cas, je dirais, de situations malheureusement aiguës à gérer. C'est-à-dire on nous les amène en préventif.
Mais c'est une chance, on est sur le site, on est un service autonome. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose, un chef d'équipe, l'employeur peut demander une visite à la demande de l'employeur ou alors à la demande du salarié. Et c'est des fois les élus, dans le cadre bien sûr du respect du secret médical, dans le cadre d'une aide qui lui propose. Et souvent ça passe pas par nous en premier, ça passe par l'assistante sociale, voilà. Et à la fin, ça arrive chez nous, et nous, on est, ou une infirmière, c'est pas forcément un médecin, il est l'orientateur. Et ça se passe plutôt bien. Ça se passe mieux que quand on arrive avec un alcotest positif, ça c'est sûr. Oui, on peut imaginer effectivement que c'est pas la meilleure situation. Alors on a cet exemple d'une action à grande échelle, impliquant une grande partie des salariés, vous le disiez, c'est un maillage à petit filet, demandant quand même une volonté, un investissement et du temps sur un temps long. Renaud Nuit, c'est un exemple dont on pourrait se dire tout le monde doit faire comme ça. Est-ce que c'est possible et finalement, que peuvent faire les entreprises quand on est confronté à cette situation après une évaluation, on va dire, qui identifie des risques ou des situations difficiles? Quand on n'est pas Naval Group, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà établir des règles claires dans l'entreprise par rapport à la consommation des substances psychoactives. Des règles claires en termes d'introduction de l'alcool ou de la drogue dans l'entreprise. Également des règles claires en termes de consommation, avec toujours en effet des règles qui soient proportionnées au but recherché. Il ne s'agit pas d'interdire la consommation d'alcool à tout le personnel si le personnel s'il n'y a pas incompatibilité de la consommation d'alcool avec la sécurité ou la qualité du travail. Donc ça veut dire aussi proportionner les mesures. Ça veut dire établir une liste des postes à risque. Quels sont les postes dans l'entreprise qui exigent que la consommation soit limité ou supprimé pour les drogues. Ça veut dire tout ce qui est très concrètement, tout ce qui est conduite d'engins de manutention ou de levage, tout ce qui est conduite de véhicules, tout le travail en hauteur, la manipulation de produits dangereux, le travail sur chantier. Donc il y a tout un tas de postes en effet dans l'entreprise pour lesquels il y a incompatibilité entre le travail de qualité et en sécurité et puis la consommation d'alcool, drogue. C'est même au-delà c'est même pas le problème de l'addiction, parce que c'est également pour les consommations occasionnelles, pour les personnes qui seraient pas en situation de dépendance. Cette règle s'applique. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il faut et ensuite, mais il faut pas que ces règles restent dans le règlement intérieur. Il faut qu'elles soient diffusées dans l'entreprise. Ça veut dire bien sûr partager les enjeux avec le personnel, d'abord avec l'encadrement, parce que comme vous dites, c'est des démarches qui doivent être descendantes. Ça doit partir de la direction avec une politique générale, puis ensuite l'encadrement et enfin l'ensemble des employés. Que les gens comprennent les enjeux de ces règles de conduite. Quels sont également les effets des substances. C'est important aussi que les gens comprennent pourquoi que certaines substances en effet vont modifier leur appréciation, du danger, leur capacité de jugement, etc. Et ensuite, une fois que les gens ont compris l'intérêt pour l'entreprise de maîtriser les choses, de leur transmettre les règles et puis de prévoir aussi, bien sûr, parce qu'il y a quand même le pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise, de prévoir les sanctions qui découlent de la non-observance des instructions qui pourraient être données dans le règlement intérieur, ou dans les petites entreprises, ça peut être des notes de service également. Et là aussi, de pouvoir le partager. Vous parlez de l'information, d'expliquer ce que sont les risques. Vous nous avez proposé de découvrir une vidéo qui illustre justement des actions qui ont pu être mises en place pour travailler avec les salariés au sein des entreprises sur de la prévention, de l'information. Je vous propose qu'on découvre dans cette vidéo 3 entreprises qui témoignent d'actions mises en place pour
pour avancer sur ces questions. J'espère que c'est la bonne. Oui, c'est ça. Si je vous dis sécurité routière, alcool au volant, vitesse, vous avez sans doute en tête les images chocs des spots télévisés qui illustrent ce genre de résultats. Mais comment faire au quotidien dans l'entreprise pour limiter les risques? Comment faire si l'un de vos collègues arrive au travail en état d'ivresse et qu'il doit prendre le volant ou bien conduire un transpalette? Sur le coup, cela peut vous faire sourire, mais comme moi, devant de telles situations, vous ne saurez sans doute pas quoi faire. Vous ne saurez pas non plus quelle responsabilité vous incombe. Pourtant, ce n'est pas anodin, ce n'est pas non plus une situation rare. L'alcoolisme en France peut toucher jusqu'à 15% de l'effectif d'une entreprise, avec une proportion encore plus grande dans le cadre de métiers physiques ou en contact avec le public. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte. La personne, bien sûr, le produit et son usage, et puis le contexte. Ce triangle permet de cerner la complexité de la consommation. En Finistère, plusieurs entreprises ont décidé de prendre la problématique à bras-le-corps. Parmi elles, Eurovia. Avec plus de 19 000 employés et 13 300 véhicules, on imagine sans mal les risques routiers. Alors en 2001, réveil douloureux et prise de conscience pour la compagnie. 6 000 constats amiables et 6 décès sur l'année. Depuis, Ronan Glohaguin a participé à la mise en place d'un plan prévention. On a formé des personnes comme moi, des animateurs qualité-sécurité, avec pour but donc de sensibiliser nos collègues au plan d'action Vigiroute. Vigiroute tend à changer, à modifier nos comportements tant pendant la durée du travail que dans la vie privée. Donc nous les sensibilisons pour l'alcool, à la dose d'alcool qu'ils prennent. Nous les sensibilisons aussi à la durée d'élimination de l'alcool qui est très longue. Pour un simple verre d'alcool, si je veux reprendre la route en ayant 0 g dans le sang, il va falloir que j'attende environ 2 heures. On leur fait comprendre aussi que la prise de stupéfiants a des facteurs très longs et qui peuvent avoir des impacts encore 1 semaine après la prise de drogue. En fait, ce qu'on leur fait comprendre, c'est qu'il faut rapidement ne pas prendre d'alcool tout simplement, pour pouvoir être sûr de bien conduire et de bien se comporter sur la route. Donc nos salariés sont pendant 2 heures avec l'animateur qualité et reçoivent les messages et on leur explique ces choses. On fait aussi intervenir des personnes de l'AMPA ou de la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Donc toutes ces mesures sont vraiment mises en place pour agir avant que l'accident n'arrive, pour faire réagir les personnes, qu'elles prennent conscience peut-être d'un état qu'elles voulaient se cacher. On leur conseille d'aller consulter pour traiter le problème. L'une des idées reçues avec l'alcool, la drogue et les médicaments au volant, c'est que cela ne concerne qu'une catégorie de métiers. Mais en fait, tous les secteurs sont concernés. Groupama Loire-Bretagne en a bien conscience avec une flotte de plus de 600 véhicules pour 13 millions de kilomètres parcourus par an. Gwenaëlle Donval du service prévention participe à plusieurs actions pour sensibiliser tous les nouveaux arrivants. Déjà, c'est le respect du règlement intérieur de l'entreprise. Donc on a le règlement intérieur et il y a également un règlement d'utilisation des véhicules d'entreprise. Chaque collaborateur, donc, lorsqu'il se voit attribuer un véhicule, est convoqué à un stage automobile auprès de notre filiale Centaure, donc avec une partie information, prévention le matin et un stage de conduite l'après-midi. Et enfin, comme on a pu voir ce matin, la réalisation d'animations telles que le parcours alcool qui simule la conduite en état d'ébriété. En parallèle, il existe au sein du service prévention de Groupama un groupe de travail chargé de suivre l'évolution des comportements des collaborateurs donc au volant, c'est-à-dire la fréquence des accidents, les causes des accidents. On peut constater quand même que les mentalités ont évolué dans le sens où la consommation d'alcool déjà est bien moins fréquente qu'il y a de nombreuses années dans les entreprises. Et puis bien sûr, en tant qu'assureur, on se doit d'être exemplaire. Les comportements évoluent, le cadre réglementaire aussi. Il est désormais possible de contrôler l'alcoolémie au travail. Alors certains employeurs, comme la CIL, y ont vu un outil supplémentaire pour éviter la consommation. Éric Balcon est ingénieur prévention pour l'industriel laitier et il a voulu créer un cadre équitable pour tous. Aujourd'hui, on est 1500 salariés dans le groupe, on a 8 usines de production, 6 sites de stockage. Forcément, il ne faut pas se nier qu'il peut y avoir des problèmes d'alcool et stupéfiants. Donc la démarche est structurée, c'est-à-dire comment on identifie une personne qui est dans un état normal, avec les différents signes qu'il puisse y avoir, qu'on respecte aussi la dignité de la personne, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et que si le contrôle est positif, et dans ce cas, toute la chaîne derrière, notamment
de prise en charge de la personne avec alerte du médecin, éventuellement de SAMU, que l'accompagnement derrière qui en résulte permet d'être beaucoup plus serein face à ce type de démarche. On a une liste d'ambulanciers, de VSL. Ce matin, par exemple, j'ai formé le secrétaire de la CSCT, c'est un représentant du personnel. Et il peut accompagner non seulement la personne éventuellement de l'encadrement qui fera ce contrôle, mais également qui va permettre aussi de rassurer le salarié qui subit le contrôle. On est censé prendre soin de la santé et de la sécurité des salariés. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit absolument ferme sur ces sujets-là. On doit faire un accompagnement auprès des personnes qui sont susceptibles d'être concernées par ces problèmes d'alcool et de stupéfiants. Avec un règlement intérieur connu de tous, les personnes consommatrices de psychotropes le font en connaissance de cause. Alors en parler sans langue de bois et savoir que l'on peut être contrôlé en toute transparence réduisent les risques dans l'entreprise. Mais si l'employeur a des obligations sur le lieu et le temps de travail, l'usage de ces produits dépasse le cadre professionnel. Et oui, il n'est pas psychiatre ou addictologue qui veut. Il faut donc garder l'esprit ouvert, appréhender les conditions de travail, l'ambiance et ne pas hésiter à se rapprocher de structures extérieures comme l'ANPA. Cela prend du temps et seule une volonté sincère peut faire changer ces comportements qui conduisent souvent à des accidents. Voilà. Alors, merci beaucoup Renaud pour ces vidéos qui illustrent tout à fait le propos que vous aviez tout à l'heure. Une réaction peut-être, Thomas ? Yvan, est-ce que vous voulez commenter, nous dire ce qui, à votre sens, peut permettre de rebondir sur ces exemples, ces illustrations? Alors, le film est intéressant parce qu'il replace l'importance effectivement d'une sensibilisation et d'une formation, on a dit en particulier de l'encadrement. Mais en tout cas de sensibiliser, de former, d'informer, de formaliser aussi les choses et d'accompagner ce que disait Monsieur Balcon en respectant la dignité des personnes. Ça c'est extrêmement important aussi parce qu'on le voit dans les dossiers de maladies professionnelles de temps en temps que les choses peuvent, enfin les politiques de contrôle peuvent aussi, ça c'est une anecdote, mais se faire au détriment de l'état de santé parce qu'elles sont faites dans de mauvaises conditions, elles sont vécues comme humiliantes, etc., etc. Donc il faut faire très attention à ça. Le seul point que je regrette un tout petit peu, c'est que effectivement la notion des conditions de travail n'est évoquée qu'à la toute fin et n'est pas à mon avis n'est pas assez alors que explorée. C'est central pour vous. Du point de vue, en tout cas de notre point de vue, pour ce qui concerne l'employeur et le monde du travail, oui, c'est clairement central. C'est-à-dire qu'à tout moment, et ça interroge les représentations de chacun, ça interroge plus largement la politique de l'entreprise en termes d'évaluation du risque, mais évidemment qu'il faut toujours s'interroger si, et l'encadrement sensibilisé doit aussi se poser ces questions-là, est-ce qu'il y a quelque chose dans les conditions de travail qui pourrait expliquer ça, quoi. Et dans ce cas-là, il faut le corriger. Et on revient à ce premier point important sur lequel on avait commencé, l'évaluation environnementale. La vidéo ne dit pas tout, mais il y a une autre vidéo où justement il est montré le lien entre les conditions de travail et la consommation d'anxiolytiques et le risque que peut provoquer la consommation d'anxiolytiques sur la conduite de véhicules. Donc c'est également des choses qui ont été... On donnera à la fin de cette table ronde le lien pour un site sur lequel on trouve un grand nombre de vidéos qui ont été réalisées dans le Finistère. Peut-être que vous pouvez nous en dire deux mots. Oui, alors c'est le club sécurité routière en entreprise du Finistère. C'est un club qui a été créé en 1990 à l'initiative de la CARSAT et de la préfecture du Finistère pour rassembler des entreprises qui avaient envie d'échanger leurs expériences en matière de prévention du risque routier, donc, et puis de produire des connaissances, produire des outils, de diffuser ces connaissances, ces outils.
Donc ils travaillent sur les distracteurs, par exemple le téléphone au volant, l'aménagement des véhicules, voilà. Et puis également les produits, l'influence des produits sur la conduite et la sécurité. On vous donnera le lien à la fin de cette table ronde. Yvan, je vous ai pas interrogé, vous, en réaction sur ces exemples qui viennent faire écho, j'imagine, à ce qui est fait à Naval Group. Oui, non, tout à fait. Je pense que c'est ces petits films qu'on passait pour sensibiliser les gens. Et puis, non, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est l'encadrement, l'employeur qui se l'accapare. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'un médecin pour appliquer la règle, entre guillemets, le règlement intérieur. Et, je dirais, on peut aller même plus, l'encadrement, il est légitime. Et si l'encadrement, il est légitime, après, ça découle de source. Mais si l'encadrement il n'est pas légitime, ça dérive et c'est plus possible. Donc il faut d'abord poser la légitimité de l'encadrement à agir sur ces questions-là. C'est la base. Merci beaucoup. Je trouve qu'une méthode se dessine à vos témoignages et vos apports sur les éléments à prendre en compte. Avant de passer la parole à la salle qui a de nombreuses questions, elles sont déjà arrivées, je voudrais juste faire un petit aparté d'actualité. Ça fait 2 ans qu'on vit avec le Covid, qu'il y a du télétravail, qu'il y a parfois des organisations un peu chaotique dans les entreprises comme partout. Est-ce que ça a eu, à votre sens, un effet sur les consommations en entreprise et qu'est-ce que l'entreprise peut y faire quand on est en télétravail, quand on voit pas tout le monde en même temps, quand on a des salariés isolés et puis parfois un peu en difficulté chez eux, ce qui est arrivé. Alors je vous en prie, l'un et l'autre. Thomas. Je me permets de commencer, mais effectivement, on aura sûrement des idées complémentaires. Alors donc là, la question, c'est vraiment spécifiquement le contexte télétravail qui existait avant la crise, mais qui a été étendu à un niveau incroyable au décours de la crise. Je pense honnêtement, pour les données qu'on peut avoir, je pense qu'il est légitime de penser que ça a eu un impact sur à la fois la santé psychique globale, même si les données sont pas univoques sur le sujet, et donc les comportements addictifs, a fortiori, puisqu'il n'y a pas, il y a plus cette, même si dans le cas d'une addiction les gens perdent complètement le contrôle, c'est le principe de l'engrenage de l'addiction, mais on pense que ça peut, ça peut favoriser de 2 façons, à la fois parce que le produit, surtout si il est facile à se procurer, comme l'alcool par exemple, le produit est directement à portée de main, si je puis dire, et en plus il n'y a pas de contrôle social de la consommation, il n'y a pas de collègues, il n'y a pas d'employeur, il n'y a personne pour s'opposer à la consommation. Donc les freins qui existent dans l'entreprise n'existe plus, le produit est plus accessible, il n'y a personne qui regarde, et les conséquences ne seront pas non plus visibles. Donc à cet égard, on peut penser que ça a pu favoriser, et d'autre part, dans certains cas, encore une fois, c'est pas univoque, c'est pas systématique, mais il peut y avoir une nette dégradation des conditions de travail associées au télétravail, mal mis en place, mal intégré, avec des process qui ne se prêtent pas. Voilà, un télétravail subi, mal accompagné sur le plan de la santé au travail, c'est très difficile d'accompagner le télétravail sur le plan santé-travail, peut engendrer un surcroît de stress qui lui-même est facteur, et les deux facteurs se combinant, il est légitime de penser que ça a pu avoir un impact péjoratif en la matière. En tout cas, moi, ça ne me surprendrait pas. Je pense qu'il est à ce stade peut-être un petit peu tôt pour s'exprimer avec une certaine certitude. Il y a eu des données déjà avant la crise qui montraient que
un temps de travail très important en télétravail favorisait la consommation en particulier d'alcool. Il y a des signaux qui font dire que ça a pu avoir un impact péjoratif. De mon point de vue, c'est encore un petit peu tôt. Je pense qu'on manque encore un petit peu de données. Il faudra se laisser encore un petit peu de temps pour évaluer tout ça. Mais en tout cas, pour les raisons que j'ai évoquées, ça me paraît logique et je pense que c'est le cas. Oui. Et que peut faire l'entreprise? Même si aujourd'hui, c'est pas consolidé, comment on réagit quand on est cadre, quand on est... chef d'entreprise face à ce risque accru, même si ce n'est qu'un risque. Oui, au-delà du télétravail, je pense que ça interroge aussi la conduite du changement dans l'entreprise, parce que c'est un problème plus large. De quelle façon l'entreprise va conduire un certain nombre de changements, des changements de technique de travail, des changements d'organisation, des changements en termes de recrutement, de compétences. Donc, moi, je pense que les entreprises les plus performantes en prévention des risques d'addiction, ce sont les entreprises qui ont vraiment une culture d'anticipation des changements et qui s'interrogent sur les effets des changements sur les conditions de travail du personnel, même sur le contenu du travail. Et également, les entreprises performantes en prévention des addictions sont les entreprises qui ont une culture de résolution de problèmes, c'est-à-dire un management qui favorise, qui encourage le personnel à exprimer les problèmes et qui encourage le personnel à participer à la recherche de solutions, je dirais, régulièrement, même quotidiennement. Donc toutes ces entreprises un peu qui sont dans l'anticipation, qui sont dans la prévention, sont aussi performantes en matière de prévention des risques liés aux addictions. Yvan, vous voulez ajouter un point? Parfaitement en phase, parce que je pense que nous, on l'a vécu de plein fouet. Je pense que la crise sanitaire, nous, ça nous a fait une dichotomie. On a eu les cadres et les tertiaires qui étaient à la maison et les autres qui étaient à la production. Mais c'était l'enfer. Il y en a, ils bossaient en 3-8 et d'autres, ils étaient à la maison, entre guillemets, en télétravail, des fois sans ordinateur. Donc, non, j'ai dit dans la phase aiguë. Je pense que la solution, elle est clairement d'anticiper. Moi, je pense que le télétravail, comme on l'a subi en 5 jours, c'était inadmissible. Enfin, il y a des gens, ils étaient déconnectés de la réalité, ils étaient dans une anxiété, une incertitude, ils savaient pas où ils étaient. Donc déjà, de les faire revenir sur site, ça leur a fait du bien. De trouver des organisations de travail où les gens acceptent, trouvent l'équilibre de la QVT. Alors là, c'est de la vraie QVT. J'ai des gens qui sont épanouis en télétravail. Ils en veulent 4 jours sur 5, mais jamais 5 sur 5, parce que sinon il y a une déconnexion avec l'entreprise. Mais il y en a, ils ne supportent pas, parce qu'ils sont pas faits pour. Et je veux dire, c'est au cas par cas. Moi, j'ai des cadres qui m'ont dit, celui-là, il n'est pas fait pour le télétravail. Mais c'est clair, parce que in fine, il a plus de contrôle, il a plus de maîtrise. Et je pense que dans les situations qu'on vit actuellement, et nous on le vit encore plus sur l'île Longue, avec le conflit militaire, il y a des gens qui sont très anxieux. Ah oui. Ouais. Ils ont une incertitude, une déstabilisation chronique qui fait qu'alors pour eux, l'addiction, ça devient le meilleur des remparts. Et s'ils ne sont pas dans un cadre où justement on les recadre, la dérive, elle est... Moi j'ai eu des femmes qui m'ont appelé pour me dire que leur mari, il fallait qu'il revienne au travail. Mais parce que, in fine, au travail, il était dans un cadre. Il était obligé de se lever le matin pour se lever prendre un bateau. Il était obligé de faire plein de choses. Quand il est à la maison en télétravail, je peux vous dire qu'il y en a, ils n'étaient plus obligés de faire grand-chose. Merci beaucoup pour ces éléments de repère. Je vous propose de passer aux questions de la salle, à l'échange. Alors, questions, témoignages, commentaires, n'hésitez pas. Vous avez commencé déjà à envoyer des questions par SMS. Les étudiantes du BTS vont pouvoir faire à nouveau circuler les micros, mais je vais peut-être commencer par les questions qui sont arrivées sur le téléphone. Elles sont... Alors, peut-être celle-ci.
Une question peut-être pour vous, Thomas, ou pour tous les trois. Il est indiqué dans les documents, le Code du travail, que les interdictions des mesures de sécurité doivent également être échangées dans le cadre du dialogue social. Quid des entreprises de moins de 50 salariés qui n'ont pas d'obligation d'un CSE. Donc peut-être pour élargir un peu cette question, parler des interdictions, parler des mesures, parler du contrôle. On l'a vu à la fois dans la vidéo et vous en avez parlé, Yvan. Il faut que ça se fasse en dialogue avec les organisations syndicales quand elles sont là, avec les délégués du personnel. Et puis il y a des toutes petites boîtes, effectivement, où à moins de 50 salariés, en Bretagne, c'est assez fréquent, avec des questionnements sur les consommations d'alcool aussi. J'ai quelques exemples en tête. On est une petite boîte, on fait comment sur ces questions-là? Et c'est vrai que les chefs d'entreprise sont souvent démunis. Alors, le dialogue social, c'est un absolu, hein, ça concerne toutes les entreprises, simplement ça se fait de façon différente. Alors, c'est en dessous de 11 salariés, hein, qu'il n'y a pas de CSE, enfin pas d'obligation de CSE, c'est pas 50. Pour donc les TPE, définition de TPE, c'est moins de 10 salariés, hein, ça concerne beaucoup d'établissements effectivement en Bretagne. Il y a d'autres façons de faire. De toute façon, l'outil qui rappelle certains éléments formels, c'est le règlement intérieur ou les notes de service pour les plus petits établissements qui jouent le même rôle, qui a la même valeur. Donc ça, c'est des documents qui restent. Le document unique d'évaluation des risques, il reste. Donc l'évaluation du risque, elle est faite. Je dis que ça devait être intégré, cette question-là devait être intégrée à l'évaluation globale des risques. Et après, l'employeur, le dialogue social, il le fait fonctionner avec ce qu'il a. S'il n'y a pas d'organisation de type comité social et économique parce que il y a 3 salariés par exemple, il est en prise directe avec ces 3 salariés. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue social. Il y a un dialogue social, simplement il se fait dans un cadre différent, plus petit, plus intimiste, moins organisé, moins formel, moins formalisé, mais tout de même qui doit exister, hein, pour le coup. Moins formel, ça paraît naturel sur des petites entreprises, mais on sait aussi que dans ces conditions-là, on a des chefs d'entreprise qui sont quand même assez démunis, assez seuls, isolés, pas toujours formés, enfin rarement formés à ces questions-là vu la taille des entreprises. C'est un point, c'est une question. Oui, ça pose question. De toute façon, pour les très petits établissements, petits et très petits établissements, la question plus globalement de la bonne évaluation de l'ensemble des risques professionnels et la prévention adaptée, c'est une question comment on va vers ces établissements et comment on les pousse à aller dans cette direction-là, indépendamment de la problématique spécifique des addictions. C'est une question qui nous occupe depuis toujours, hein, et qu'on n'a pas encore trouvé de recette miracle, hein, pour faire ça. Donc c'est compliqué. Donc il faut en tout cas que l'employeur, s'il s'estime démuni, d'une part aborde la question, la problématique en prise directe avec ses salariés s'il n'y a pas d'instance pour le faire, en support des échanges, s'appuie sur les outils à sa disposition et se tourne vers les bons interlocuteurs extérieurs pour avancer sur ces questions-là, puisqu'il y a des gens qui savent, il y a des sachants, hein, en la matière, et il faut se tourner vers eux. Donc ça, c'est tous les préventeurs institutionnels qui peuvent aider, et l'employeur, plus il s'estime démuni, plus il faut qu'il se serve de ses ressources, hein, pour qu'il aille vers les préventeurs, quel que soit le préventeur, l'organisme, je veux dire. Alors, le plus naturel, c'est surtout sur une question médicale comme ça, c'est le service de prévention et de santé au travail, ça c'est une chose. L'inspection du travail peut aussi être un interlocuteur, la CARSAT est un interlocuteur, les branches professionnelles sont aussi des interlocuteurs, les organisations syndicales, patronales ou salariées sont des interlocuteurs. Enfin, il y a beaucoup d'interlocuteurs, hein, à rechercher.
Renaud ? Pour compléter aussi, il y a les outils qui sont produits par l'INRS notamment, qui ciblent vraiment les micro-entreprises, les petites entreprises, notamment des outils d'aide à la réalisation du document unique. Pas pour réaliser le document unique, pour réaliser le document unique, mais qui donnent des pistes pour l'amélioration des conditions de travail dans une quarantaine de professions, qui représentent les 3/4 des petites entreprises. Donc qui permettent aux chefs d'entreprise d'avoir des idées pour améliorer les conditions de travail. Et il y a également des outils de la documentation sur la prévention des risques liés aux addictions, qui sont ciblés sur les petites entreprises. Donc le petit patron qui s'intéresse à la question trouve quand même relativement facilement de l'information sur le sujet. Et après, il peut trouver en effet dans le réseau de prévention, le service de santé au travail, la CARSAT, un certain nombre d'appuis s'il est face à une difficulté particulière qui mérite un conseil plus fin. Mais comme vous l'avez dit, il faut s'intéresser à la question et puis ça c'est sans doute une première étape. Vous nous parlez de dialogue au sein de l'entreprise, même dans les petites entreprises. Plusieurs questions autour de ces conditions du dialogue, des conditions de confidentialité, de la qualité du dialogue au sein de l'entreprise qui permet cette prévention. Je vais vous donner lecture de cette question. Le salarié n'a pas toujours intérêt à parler de ses éventuels problèmes d'addiction car il y a un risque de mise en inaptitude. Comment le médecin du travail gère-t-il cette contradiction ? Je me permets, je laisserai mon collègue compléter pour la question de l'inaptitude. Alors, je serais salarié concerné. Moi, je me méfierais beaucoup plus de ma hiérarchie que du médecin du travail. En l'occurrence, sans prêter de mauvaises intentions à l'employeur, bien entendu. Mais c'est important, c'est un principe à rappeler et qui n'est pas toujours connu des salariés. Oui. L'inaptitude, c'est pas quelque chose qui est donné comme ça, c'est une décision médicale difficile qui répond à un état de santé qui est en inadéquation totale avec un poste de travail précis et qui donc répond à des conditions médicales particulières. Dans le cadre d'une addiction, bien entendu que c'est pas la décision systématique. D'une part parce que on est très attentif à l'évolution de l'état de santé. Et l'addiction, c'est quelque chose qui est évolutif, donc on va se donner le temps, et l'assurance maladie donne aussi le temps en termes de couverture par un arrêt de travail, à ce qu'une prise en charge efficace se mette en place. Il y a des aménagements du poste qui sont possibles. Il y a des tas de choses avant d'arriver à cette extrémité qui est vraiment le bout du bout, en sachant aussi que l'inaptitude elle-même peut avoir pour conséquence la désinsertion sociale, qui elle-même est un facteur de risque d'aggravation de l'addiction. Et ça, c'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Donc on est très vigilant à ça. Donc, si tout va bien, les salariés n'ont pas de crainte. Au contraire, il faut qu'ils soient encouragés à aborder le plus tôt possible leurs difficultés avec le médecin du travail, l'infirmier de santé au travail, avec le service de prévention et de santé au travail. Vis-à-vis de l'encadrement, dehors c'est le vrai monde, c'est la réalité. Donc effectivement, pour un employeur qui est sensibilisé, un encadrement sensibilisé, d'où l'importance de les sensibiliser, ça peut permettre un process justement d'accompagnement bienveillant et qui réoriente vers les bons acteurs, justement les bons interlocuteurs, et qui justement permet d'accompagner la personne dans un cadre un peu rassurant. Mais on peut avoir effectivement des situations plus compliquées où effectivement le fait d'avouer des consommations problématiques peut mettre en péril le contrat de travail. Mais ça existe, mais c'est pas forcément systématique. Mais en tout cas, vis-à-vis du médecin du travail, il n'y a pas de question, en tout cas, de mon point de vue. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir quand on est salarié. Voilà. Yvan ? Parfaitement en phase, je pense que le travail a une vertu thérapeutique, c'est une certitude. Moi, j'ai plus peur quand ils sont pas au travail que quand ils sont au travail. Par contre, il y a des postes où c'est impossible qu'ils y soient.
Donc on met des restrictions d'aptitude. On a de la chance, plus l'entreprise est grande, plus c'est facile. Donc nous, on a une graduation en fonction du risque pour lui et pour autrui, et on déclasse le risque. Je dirais comme un pilote de ligne. S'il n'est pas pilote de ligne, il peut travailler au sol. Nous, on les met en restriction d'aptitude avec une thérapeutique, ce qu'on appelle des contrats thérapeutiques, et la personne à la clé, elle récupère son aptitude. Et je pense que de lui donner une carotte, de pouvoir récupérer son aptitude, c'est la meilleure thérapeutique qu'on peut faire. Contrat thérapeutique, c'est une spécificité interne chez vous, ou c'est une méthode, un process qu'on peut utiliser partout, dans toutes les entreprises? Je ne sais pas si c'est spécifique de chez nous, mais en tout cas, je trouve que ça marche. Un contrat thérapeutique, c'est in fine, c'est à la fois, je dirais, une triangulaire entre le management, le médecin et la personne. C'est-à-dire que la personne, si elle est dans une situation de problématique, c'est pas forcément c'est pas valable qu'avec l'addiction. Ça peut ça peut être dans un autre contexte. En fait, c'est de trouver le bon contrat thérapeutique, la bonne prise en charge médicale pour surseoir, par exemple, à du disciplinaire. Quel est l'intérêt de mettre du disciplinaire sur une personne qui derrière ne fait rien? Par contre, du disciplinaire pour en contrepartie avoir un engagement thérapeutique, un acte de soin, une prise en charge, moi ça m'est arrivé de le faire avec des psychiatres, et à la clé, ça peut apporter, bien sûr avec l'accord du salarié, ça peut éviter une inaptitude. Thomas ? Je me permets juste, je réfléchissais en même temps, je me permets, donc je suis tout à fait en phase avec ce que dit mon confrère. Alors c'est plus à un addictologue de dire ça qu'à moi, donc je me substitue pas à notre consoeur addictologue, mais c'est juste pour pondérer un petit peu. Quand il y a des comportements qui sont pas adaptés, qui sont pas à leur place, etc. C'est pas parce que la personne est pathologique, qu'elle est malade, que ça veut dire que le disciplinaire ne doit pas s'appliquer pour autant quand il est légitime et nécessaire. Donc ça, c'est à l'appréciation. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que ça peut choquer éventuellement, mais ça fait quand même partie des réalités. Ça nous a été confirmé par les confrères addictologues. C'est quelque chose qui est assez connu. Parfois, chez certaines personnes, alors on essaye que ça n'arrive pas évidemment, mais parfois de se prendre des conséquences graves, et malheureusement, mais ça c'est lié à la spécificité de la pathologie considérée, c'est ce qui fait évoluer les personnes dans leur prise en charge. Et parfois, chez certains profils, ça va être une étape finalement désastreuse chronologiquement, enfin sur à court terme, mais à moyen terme, à long terme, ça va c'est ce qui va les faire évoluer vers la guérison. Voilà. Donc, et ça, c'est spécifique des addictions pour le coup. Tout à fait, c'est la notion de déni, de passer du déni à l'acceptation et la prise en charge. Et des fois, le déclic, c'est l'entreprise. Ça peut être les forces de l'ordre, mais in fine, c'est quelque chose qui les fait basculer dans cette acceptation de la thérapeutique. Et là, c'est plus notre rôle de médecin du travail, mais c'est notre rôle d'orientation. Merci beaucoup. Je crois, madame, que vous aviez une question. Vous avez le micro. Oui, j'avais une question, mais peut-être que madame voulait répondre pour rester dans le même sujet. Cathy, si vous voulez peut-être avant ça répondre sur cette question donc de la vertu de la sanction ou du règlement En fait, c'est ça comme qui est dans la vie, dites-vous. Merci. C'est ça qui est assez intéressant. C'est une question de processus et d'histoire, en fait. Et on revient encore toujours à l'histoire, et je crois que ça, c'est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, c'est comment, dans une histoire donnée, dans un contexte donné, quel est l'impact que ça peut avoir. On peut imaginer quelqu'un qui arrive alcoolisé au travail parce que sa femme vient de lui dire chérie, c'est fini. Et du coup, effectivement, pour lui, c'est tellement compliqué que voilà, il va se prendre une cuite, arriver au travail, être alcoolisé. Et est-ce que pour autant il est dépendant? Voilà, qu'est-ce qu'on en fait de cette histoire? Comment on réagit? Mais pour autant, je crois que ce qui est intéressant, c'est toujours de réfléchir. Et ça, je trouve que la culture d'entreprise, elle est là. Enfin, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est comment je mets en sécurité l'autre dans son travail. Et je trouve que quand ça, c'est vraiment intégré, je trouve que ça permet de travailler. C'est un levier, en fait. On s'en fiche. Enfin,
C'est l'addictologue qui dit ça, vous me pardonnerez. On s'en fiche presque que ce soit une question d'alcool, de cannabis ou autre. Mais c'est en tout cas, moi, je suis cadre, par exemple. Je trouve ça très intéressant, effectivement, cette notion de travailler avec le cadre. Parce que le cadre, c'est pas simplement que la sanction ou l'injonction. C'est d'abord, je te mets en sécurité, quoi. Le cadre, ça nous sert à sécuriser. Nous, on le voit dans le service. Quand on met pas de cadre, ou quand on est, oh ben oui, bon d'accord, il a peut-être une drogue positive, mais du coup, alors les infirmières on trouve plein d'excuses, et puis on dit, bon allez, ok, on lui laisse un jour de plus. Et puis on voit que c'est l'escalade en fait. C'est-à-dire que le cadre, ça sécurise, et ça c'est vraiment important de se le dire. Une fois, on a un patient qui venait en atelier thérapeutique, et on faisait un éthylotest. Il arrive, et un état de vigilance altéré, on dit, oh alors lui, c'est sûr, ses antécédents, il est alcoolisé. On fait un test, 0. Ah ben mince. Comment on fait? Parce que dans le contrat, c'était marqué, vous ne devez pas être alcoolisé, mais on n'avait pas prévu les autres états dans le contrat. Mais en fait, on s'en fichait. Ce qui était important, c'est qu'il ne pouvait pas faire le cheval. Et c'était de le mettre en sécurité. Donc je crois que quand on a ça en tête, en fait, on peut vraiment ouvrir plein de portes et dire à l'autre, en fait, moi mon job, c'est de te mettre en sécurité, quoi. Et tout ce qu'on va mettre autour de toi, ça va être qu'on puisse continuer ensemble. Parfois, c'est pas possible. Mais je trouve que c'est important de se donner le temps. Merci beaucoup. Merci. Madame. Oui, Séverine Beillard, je suis médecin du travail. J'avais des questions par rapport à... Est-ce que vous pouvez mettre le micro très près? Oh, je vais descendre mon masque, ça va être plus facile. Pardon pour mieux. En fait, pour la prévention dans les entreprises, ce que j'entends, c'est vraiment la volonté de l'employeur, de l'entreprise, et je suis d'accord, c'est très important. Sauf que le problème, c'est qu'on a des entreprises qui n'ont pas cette volonté, qui n'ont pas cette envie, et ça crée un peu de vitesse, en fait, avec... par exemple, on voit très bien dans certaines entreprises, il va y avoir une forme de sélection des salariés parce qu'ils savent que dans cette entreprise, justement, il y a un cadre et que les gens vont y rester, et que dans celle où il n'y en a pas, eh ben, il va y avoir peut-être plus de problèmes d'addiction, plein de problèmes différents. Et là, c'est beaucoup plus compliqué d'agir parce que justement, il n'y a aucune volonté de l'employeur. Donc ma question, c'est qu'est-ce qu'il y a au niveau politique politique nationale de santé? Comment est-ce qu'on répond justement à ces deux aspects-là? Et pour donner des exemples aussi, même dans les grands groupes, c'est que souvent on a tendance à sous-traiter. Par exemple, les gros groupes de TP, ils sous-traitent à des tâcherons où les conditions de travail sont beaucoup plus difficiles, et ça fait le lit de l'addiction chez les sous-traitants qui n'existe plus du coup dans l'entreprise, on va dire, principale. Donc il y a plein d'autres questions qui se posent. Et j'avais juste une dernière question, c'est comment on fait quand un employeur a une dépendance à l'alcool qui peut être rapportée par des salariés. Et là, pour le coup, c'est encore plus compliqué de mettre en place une politique parce qu'il y aura beaucoup plus de l'employeur va pas avoir de... Mais c'est vrai, qui c'est qui protège l'employeur aussi si oui, aussi, comment est-ce qu'on arrive à avoir ce que nous, on ne les voit pas non plus. Oui. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Thomas. Alors sur la question de l'employeur lui-même, je commence par celle-là parce que c'est faudra l'évaluer. Je sais pas ce que ça va donner. Maintenant, avec la réforme, la loi du 2 août de 2021, il est possible maintenant de recevoir plus facilement, de façon plus organique. Avant, ça se faisait, mais de façon plus informelle. Maintenant, il y a une base légale pour que le médecin du travail et son équipe reçoivent le chef d'entreprise, reçoivent l'indépendant, l'employeur. Donc, voilà, ça réclame, comme toute personne victime d'une addiction, si c'est avéré, ça réclame un engagement de sa part. Et là, il y a une porte ouverte vers au moins un praticien, le médecin du travail, avec cette réforme. Est-ce que ça changera les choses sur cette question un peu épineuse? Moi, j'ai pas de réponse toute faite. Je pense que ça dépend beaucoup des situations et des cas. Et dans quelle mesure le praticien qui est informé par des salariés de ça peut se mobiliser vis-à-vis de l'employeur. Je pense que c'est très délicat et qu'il faut faire attention et qu'il faut faire du cas par cas. Donc je prétends pas apporter une réponse univoque à ça. Mais en tout cas, cette possibilité de rencontrer, pour le chef d'entreprise, de rencontrer le médecin du travail notamment, pourrait permettre mais c'est une démarche cet aspect-là. Volontariste, il n'est pas encadré, il peut pas être adressé,
il faut que le chef d'entreprise décide tout seul d'aller vous voir, enfin d'aller voir le médecin. Oui, ça réclame un engagement de sa part, mais encore une fois, pour toute personne victime d'une addiction, hein, c'est eux qui ont les clés, hein, pour se guérir. Hein, c'est pas l'extérieur. L'extérieur ne fait qu'accompagner un mouvement qui est quand même très propre aux personnes. Puisque l'idée, c'est qu'ils se libèrent eux-mêmes des chaînes qui les entravent, quoi. Donc voilà. Après, dans le cadre du dialogue social, il peut y avoir des événements qui font que les salariés vont finir par faire remonter un interlocuteur ou un autre, ou à l'employeur lui-même, qui a un problème. Et à partir de là, on peut éventuellement démarrer quelque chose, mais c'est du cas par cas. La question des employeurs, dans des situations d'état de santé très altéré, c'est une question qui est très difficile à prendre en charge et qui est beaucoup au cas par cas. L'autre aspect, c'était comment on fait pour instiller une culture de prévention, parce que c'est ça la question plus large, hein, dépendamment des addictions, culture de prévention dans des établissements qui sont un peu réfractaires à ça, ou en tout cas pour qui ça ne passe pas. C'est pareil, c'est une question qui nous occupe depuis la nuit des temps, je dirais. On n'a pas encore trouvé la réponse, sinon on ferait moins de plans santé-travail, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est important du point de vue du service de santé au travail de continuer à conseiller, à porter les sujets et à signaler quand il y a des dysfonctionnements. On peut pas, c'est l'employeur qui porte la prévention dans un établissement. S'il ne veut pas, on n'a pas de, enfin, à part si il est en non-conformité avec la réglementation. Dans ce cas-là, il y a des institutions qui contrôlent et qui peuvent sanctionner. Donc la sanction peut être aussi un outil à cet égard. Mais sinon, du point de vue du service de santé au travail, il n'y a pas de moyen de lui forcer la main. Simplement, il ne faut pas se décourager et il faut répéter. Et au bout d'un moment, peut-être que ça peut être entendu. Et puis, il y a, indépendamment de la situation propre aux établissements, il y a des politiques nationales, régionales de santé au travail qui avancent. Il y a les médias s'en font l'écho. Enfin, il y a un bruit de fond quand même qui porte des sujets de santé au travail et qui peut faire changer un petit peu les mentalités au bout d'un moment. Et le dialogue social peut aussi activer certains leviers. Voilà. Renaud, vous vouliez ajouter ? Oui, il y a convaincre et il y a contraindre. Alors du côté de la CARSAT, on a des moyens de contraindre les entreprises qui ont vraiment des résultats en matière de sécurité très insuffisants, notamment les entreprises qui ont des risques anormalement élevés. Ça s'appelle l'injonction, c'est-à-dire qu'on peut contraindre une entreprise à prendre un certain nombre de mesures de prévention suite à accident ou constat sur place d'un risque anormalement élevé. Donc on peut convaincre, mais aussi il y a des moyens de contraindre. Merci beaucoup. Alors, il reste encore quelques questions, mais nous étions donnés jusqu'à 12h30 pour cette table ronde. On va garder les questions pour cet après-midi, sauf deux qui préparent l'heure du déjeuner. Juste, Thomas, en réponse ou réaction à ce que vous venez de nous dire, et quand le médecin du travail a un souci addictif, est-ce que ça se passe de la même manière ? Mais je ne suis pas sûre que ça appelle réponse. Je pense plus que c'était une manière de nous dire qu'il est temps d'aller déjeuner avec une autre question posée dans la salle par Gwenaël. Et avons-nous le droit de boire 1 ou 2 verres sur l'heure de midi et revenir cet après-midi ? Promis, on ne prendra pas la voiture. Au pire, on vous appelle et vous viendrez nous chercher. C'est ce que nous allons faire. Voilà, ces questions nous amènent au déjeuner. Je vous propose que nous nous retrouvions pour la deuxième partie de nos travaux à 13h30. On commence tôt, toujours dans cette salle, pour explorer avec vous à la fois quelques chiffres repères importants sur l'enquête santé et puis travailler ensemble sur les pistes de collaboration à mettre en place entre institutions. Merci. À tout à l'heure.